Et bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire sur la biodiversité qui s'intitule Biodiversité et secteurs d'activité. On vous propose de passer directement dans le vif du sujet. Voilà, parfait, j'arrive à passer les slides. On a déjà fait le tour de table, donc tout va bien à ce niveau-là, et j'en profiterai pour dire deux mots sur notre structure Ecodev. Ecodev, on est une entreprise de conseil et services en développement durable. On a été créé en 2009 par trois ingénieurs associés, et on a au fil des années développé des expertises qui se déclinent en trois métiers. Le premier, c'est un métier de conseil type bureau d'études où on va faire un état des lieux de la situation de notre client, sa situation de développement durable. Le but ensuite, c'est de mettre en œuvre une feuille de route de préconisation pour améliorer l'état initial. Ça, c'est le premier métier. On va avoir ensuite un deuxième métier de déploiement et mise en œuvre de ces actions, parce que c'est bien de faire des rapports, mais si malheureusement ils ne le vivent pas, ça perd un peu de son sens. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre en action ces préconisations. Et enfin, un troisième métier de sensibilisation, communication, pédagogie, jusqu'à la formation sur les thématiques du projet. Donc le but, voilà, c'est de développer des projets à impact positif et global. Concernant ce deuxième webinaire, donc vous voyez le sommaire sous vos yeux. Sachez qu'il est complémentaire du premier qu'on avait pu tenir en mai, puisque le premier était plutôt dirigé biodiversité, mais à l'échelle d'un site. Là, on va plutôt faire un diaporama des initiatives pour favoriser la biodiversité d'une entreprise, mais on va plutôt parler filière et échelle stratégique. Donc les deux sont complémentaires. Et on va surtout donc décliner les initiatives en fonction de divers secteurs d'activité. Donc là, vous voyez une liste de secteurs. On a pris la même classification que le plan biodiversité de Nicolas Hulot, et on y a rajouté le secteur tertiaire, puisque c'était une demande de nos participants du premier webinaire. Voilà pour ça. Je vais reparler un petit peu du contexte parce que c'est bien d'avoir tous les mêmes bases, les mêmes définitions et de savoir de quoi on parle. Donc, je me permets de faire une passe là-dessus. La biodiversité. La biodiversité, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de biodiversité, on parle de l'ensemble des êtres vivants qui peuplent la planète. Donc, on va parler de la diversité génétique, la diversité qu'on va trouver au sein d'une même espèce. Par exemple, tous les êtres humains sont des êtres uniques et à part entière. Donc là, on va avoir une diversité de ces êtres vivants. On va également parler de la diversité des espèces. Par exemple, au sein des arbres, vous vous rendez compte qu'il y a une multitude d'espèces différentes. Pareil pour les mammifères. Donc là, il y a une diversité d'espèces qui existe. Et enfin, la diversité des écosystèmes. Là, c'est la diversité des milieux, des habitats dans lesquels se développent ces êtres vivants. Et en fait, la biodiversité, c'est bien l'ensemble des interactions de ces trois niveaux et comment tous ceux-ci vont interagir entre eux. Si on prend maintenant des chiffres clés, je ne vais pas tous les citer, mais pour quelques exemples, on peut citer 1,8 million d'espèces qui ont été découvertes, à savoir qu'entre 2 et 10 millions d'espèces restent à découvrir, donc on a encore pas mal de choses à apprendre sur la biodiversité. Je me permettrai aussi de citer le moins 80% d'insectes volants qu'on a perdus depuis la fin des années 80. Ça, c'était une équipe de chercheurs allemands qui a publié cette étude récemment. En volume. Précision, c'est en volume. Oui, c'est le volume, ouais, exactement. C'est une perte en volume de 80%. Et enfin, un chiffre clé, moi, que je trouve assez parlant, c'est cette 6e crise d'extinction massive de la biodiversité et le fait qu'on perd des espèces de façon anormalement rapide. Et pour la mettre en comparaison avec la 5e crise, sachez qu'il s'agissait de la disparition des dinosaures qui était due à la chute d'une météorite et une explosion volcanique d'ampleur. Donc pour vous dire qu'on est quand même sur un sacré... il y a de sacrés enjeux actuellement en parlant de biodiversité. Si je continue sur cette biodiversité, les chercheurs ont également voulu la rendre plus palpable, plus concrète. Et donc, ils ont fait en sorte de catégoriser des services que nous rend gratuitement la nature. Donc, on peut voir à l'écran 4 catégories.
Je me permettrai d'ajouter que ces catégories, ces services ont été chiffrés, enfin, ils ont été, on les a monétarisés, pardon, pour faire en sorte de bien de pouvoir les comparer, et on arrive à environ 130 000 milliards de dollars par an que nous rend la nature comme service. Et ça, c'est si on devait remplacer de façon artificielle ces services, on devait les remplacer par des services humains qui sont moins efficaces et plus polluants. Donc, faisons en sorte de préserver ces services, parce que c'est quand même une belle économie en termes d'indicateurs financiers. Et pareil, dernière précision, sachez que 130 000 milliards de dollars, c'est 1,5 fois le PIB mondial. Donc, idem, là, en termes d'échelle, on est quand même sur quelque chose d'assez impactant. Je poursuis. Les facteurs d'érosion de cette biodiversité, et donc les éléments qui font qu'on a une chute du vivant, sont dus à 5 facteurs principaux. Le fait qu'on diminue l'espace de développement des espèces dû à la fragmentation des habitats, le changement climatique et toutes les perturbations qui font que les espèces doivent s'adapter beaucoup plus vite que le rythme naturel à tous ces changements et à cette évolution. Les pollutions diverses, que ce soit le sol, l'air, l'eau, qui impactent directement la biodiversité, la surexploitation des ressources, qui fait qu'elles n'ont pas le temps de se reproduire à un rythme naturel. Et enfin, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, qui sont surtout dues aux échanges mondiaux et qui peuvent avoir pour conséquence de déplacer des espèces bien plus rapidement que le rythme naturel, et qui font que ça peut causer des problèmes, enfin en tout cas des déséquilibres dans un écosystème. Enfin, je finirai sur les dépendances et impacts qu'on a à la biodiversité. Pour les dépendances, que ça aille du papier au mobilier, en passant par les aliments qu'on va trouver dans le RIE, c'est vrai qu'une entreprise, peu importe son secteur d'activité, a une dépendance à la biodiversité. Et je passe les entreprises qui ont pour matière première une matière première naturelle, qui elles sont totalement indépendantes. Et donc on a tous un réel intérêt à sécuriser la biodiversité. Et pour les impacts directs et indirects, là on pourra, si je prends un exemple des impacts qu'on peut avoir sur la biodiversité, si on prend le secteur de la chimie, en déversant des externalités, enfin en déversant des polluants chimiques dans la nature, on va impacter l'air, l'eau, le sol. Ça va être un impact direct sur la biodiversité, et indirectement, on va perdre également une multitude de services écosystémiques qui étaient rendus par ces écosystèmes, que ce soit la séquestration carbone, la filtration de l'eau, de l'air, que ce soit un support aussi et un milieu pour pas mal d'espèces différentes. Donc voilà, il faut toujours penser aux impacts directs et indirects. Voilà pour la partie contexte et puis reprise du vocabulaire. Si maintenant on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet et à vous citer des exemples d'initiatives, on va commencer par le secteur de l'agroalimentaire. Et est-ce que je voulais vous dire quelque chose en particulier? Non, je vous propose de passer directement à l'exemple, et puis n'hésitez pas si vous avez ensuite des questions. On va prendre le premier exemple d'un industriel de l'agroalimentaire qui souhaitait travailler sur sa chaîne de valeur et prendre en compte la biodiversité. Et ici, on a pris l'exemple d'un yaourt à la fraise, donc un produit phare de cette entreprise. Et sachez que c'est deux de nos partenaires, Biodivcorp, qui est une entreprise de conseil et formation en biodiversité fondée par Véronique Dame, ou encore Gondwana, l'entité biodiversité d'Arpas Trans, conseil en immobilier durable, qui ont mené ce projet. Et alors, ce projet, quel était-il et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour le développer? C'est une analyse de cycle de vie qui a pu être mise en place afin de prendre en compte l'ensemble des étapes de la vie du produit. Donc, en partant du sourcing à l'approvisionnement en fait en matières premières pour le lait, les fruits, aux étapes de transformation, de transport, de packaging, et donc jusqu'à la fin de vie du produit, le recyclage et la valorisation de ce packaging. Il y a une analyse des impacts et des dépendances vis-à-vis
de la biodiversité qui a pu être mise en œuvre. Et enfin, une hiérarchisation des enjeux pour faire en sorte de cibler les axes prioritaires. Puis, toute une feuille de route et de recommandations stratégiques a pu être mise en œuvre. Qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Ça a été un travail d'amélioration à chaque étape. Ce qui a pu être mis en lumière, c'était que c'était l'étape d'approvisionnement qui était la plus impactante. Donc, il y a diverses préconisations qui ont pu être faites en externe pour travailler directement avec les producteurs, pour s'acculturer aussi à qu'est-ce que la biodiversité, comment la favoriser, mettre en place un système de bonus pour ceux qui font des efforts et afin de les récompenser. Et également, les parties prenantes internes ont pu être mises dans la boucle et le travail sur celle-ci a pu être amélioré, que ce soit la formation du service achat qui avait besoin aussi d'être éveillé au sujet, ou travailler sur un cahier des charges fournisseur. Voilà, pas mal de choses qui ont pu être faites. La force du projet, on peut dire que c'est avoir une vision systémique du produit et de A à Z. Et on met aussi en lumière des impacts et des dépendances qu'on n'avait pas forcément pu imaginer. Les points de vigilance aussi qu'il faut avoir, c'est que toute cette étape d'état des lieux était une première étape nécessaire, mais pas suffisante. Si malheureusement on s'arrête à celle-ci, ça perd de sens. Et idem, souvent c'est des projets qui sont portés par des interlocuteurs motivés, et si ceux-ci viennent à changer de poste ou changer d'entreprise, malheureusement ça peut mettre entre parenthèses le projet. Je continue avec un autre exemple, celui de Carrefour, qui avait pour but de valoriser un espace non valorisé. En fait, ils étaient en train de réhabiliter un centre commercial et ils ont voulu en profiter pour travailler sur leur circuit court, et également Carrefour, acteur de la distribution et également propre producteur de ses produits, a voulu travailler sur des business models viables en termes d'agriculture et d'agroécologie. Donc pour ce projet, on a travaillé avec Topagé, une entreprise qui œuvre dans l'agriculture urbaine, et un lycée agricole local. Donc, je vous en dis plus. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un diagnostic biodiversité pour identifier les enjeux du site, autour du site. On a également identifié les parties prenantes locales qui pouvaient être intégrées au projet. On en a fait tout un listing de recommandations pour voir qu'est-ce qui pouvait être pertinent pour répondre à la problématique de Carrefour. Et donc, le résultat qu'on a pu lire, c'est qu'en gros, on avait une présence de pollution au niveau des nappes phréatiques. Carrefour voulait toujours travailler donc, sur ses circuits courts, tout en améliorant le bien-être des salariés, de ses clients, pour qu'ils se sentent bien au sein du centre commercial. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un jardin pédagogique sur le toit du centre commercial. Donc, aujourd'hui, c'est un espace de 1200 m² qui possède 400 m² de zones biodiversité, donc pour favoriser la biodiversité, différents aménagements spécifiques à la faune locale qu'on avait pu identifier auparavant, 100 m² de carrés potagers en agroécologie avec tout un système agricultural durable, des bacs hors sol aromatiques. Et voilà, pour avoir un projet assez global, toute une partie communication aussi, stratégie de communication a pu être déployée pour faire passer les bons messages aux parties prenantes de la zone, et de la sensibilisation, des ateliers avec les clients, avec les salariés du magasin ont pu également être mis en œuvre. Les forces de ce projet, c'est qu'il y a de multi-bénéfices, que ce soit de lien social, de pédagogie, de favorisation de la biodiversité. Et également, il y a 0 coût d'exploitation par Carrefour, puisque c'est sa taxe d'apprentissage qui finance l'entretien des bacs potagers au lycée horticole, qui, eux, ont la possibilité d'expérimenter sur des parcelles assez ambitieuses. Et enfin, le point de vigilance qu'il faudrait avoir, c'est que le projet, en tout cas, l'implication des codev sur ce projet s'est arrêtée vers la fin 2017. Après, on n'a pas eu de suite, mais à ce moment-là, les quantités n'étaient pas suffisantes pour être vendues en magasin et elles étaient distribuées. En termes de business model viable, comme l'agriculture urbaine, ce n'est pas encore facile à mettre en œuvre. Je passe la main à Pauline. Et donc, tu pourras passer les slides du coup. Donc là, on va parler du secteur de matériaux construction en prenant l'exemple du coup
d'un acteur là qui sera anonymisé, qui du coup avait besoin de notamment, son enjeu c'était surtout de répondre aux attentes de ses clients. Puisqu'effectivement aujourd'hui on est de plus en plus éveillé, on le voit bien, la société est de plus en plus éveillée donc aux enjeux environnementaux actuels. Et donc l'acteur de la construction avait vraiment la nécessité d'avoir un état des lieux donc de l'impact de son béton vendu pour pouvoir mieux connaître ses impacts et dépendances précis, mais vis-à-vis de la biodiversité. Donc là, c'est un projet porté par Gondwana, donc la marque biodiversité de Harpas France. Donc la méthodologie est assez similaire que pour l'industrie de l'agroalimentaire. Il a été réalisé du coup une analyse de cycle de vie de ce produit pour vraiment comprendre l'impact d'une tonne de béton. Donc là, il y a eu la prise en compte, bien évidemment, de toute l'étape de vie du produit, de l'approvisionnement à sa fin de vie. Et donc, on a eu une analyse fine des impacts et des dépendances. À cette analyse de cette analyse est ressorti différents enjeux qui ont été hiérarchisés, à laquelle il y a eu des recommandations et des pistes d'action qui ont été faites. Donc, les résultats de cette analyse a montré des enjeux majeurs à différentes étapes, notamment au niveau de l'approvisionnement et le sourcing du sable, donc le matériel nécessaire à la construction du béton, qui est un matériau de plus en plus rare. Du coup, il y a eu des recommandations qui ont été faites, notamment pour avoir un chantier plus responsable, pour réduire l'impact de ces approvisionnements sur la matière première vis-à-vis de la biodiversité locale. Il y a eu tout un enjeu lié au transport, puisque les matières premières parcouraient vraiment des distances très importantes et également des distances pour pouvoir être évacuées et recyclées. Donc il fallait un peu relocaliser cette filière en travaillant avec des acteurs plus locaux. Et donc, il y avait cet enjeu justement d'évacuer le recyclage et donc de fin de vie, puisque le constat était qu'il y avait très peu de matériaux recyclés, alors qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses obligations réglementaires, car il existe peu de filières de tri. Donc, il y avait tout un enjeu de mise en relation avec des entreprises plus locales spécialisées dans la récupération de ces matériaux. Donc, la force de ce projet, c'est que c'est innovant pour le secteur et innovant comme démarche, et que ça a permis de hiérarchiser les différentes étapes de vie du produit et des étapes de vigilance sur toute la filière. Et donc, on pouvait avoir une vision globale et donc ça permet vraiment de prendre en compte tous les enjeux de cette filière. Le souci, c'est de cette mission, en fait, c'est que surtout les difficultés d'application des recommandations d'action, notamment dû en fait à la maturité des différents acteurs de la filière qui sont difficiles à trouver et à embarquer dans cette démarche. Donc c'est une mission qui est duplicable, mais on voit aujourd'hui qu'il faut éveiller, on va dire, tous les acteurs de la filière pour qu'elle soit plus à même d'améliorer ses pratiques et de recyclage de fin de vie de ces produits. Un autre acteur de la construction qui a mis en place une initiative très intéressante pour la biodiversité, c'était donc Nakara du groupe Rabo du Tilleul, qui avait au début du coup vraiment envie de créer toute une symbolique déjà par rapport à leur activité, donc de construction, de livraison de logements, une symbolique aussi pour au départ un peu pour leur image, puisqu'effectivement leur logo c'était un pommier, donc ils avaient quand même envie de mettre du sens dans leur logo, merci. Donc ils avaient l'idée, pourquoi pas, de livrer des logements en donnant des certificats de plantation d'arbres à leurs clients, etc. Et puis de fil en aiguille, ils ont voulu utiliser cette volonté de création de symbolique pour régénérer de la biodiversité et renforcer donc leur ancrage territorial dans leur activité. Donc c'est un projet qu'on a porté avec de multiples acteurs, je ne vais pas tous les lister, parce que j'en reparle juste après. Donc ce projet s'est déroulé donc avec une volonté d'avoir vraiment une approche territoriale. Donc ils ont choisi une zone près d'un chantier immobilier d'une future livraison, et qui était donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc l'approche territoriale, ils se sont rendus compte que leur chantier immobilier était à côté d'une zone ancienne de friches d'exploitation minière, qui avait des terrils, que le Nord-Pas-de-Calais c'est une des régions les moins boisées de France. Donc de fil en aiguille, ils ont voulu faire un projet de reforestation, donc à proximité de ce chantier. Et pour avoir un symbole pour créer toute une symbolique autour du projet et donc favoriser l'ancrage territorial du projet,
Ils ont travaillé avec des associations locales, donc les croqueurs de pommes qui conservaient des variétés anciennes. Ils ont travaillé avec les planteurs volontaires du Nord, etc. Et donc, ils ont voulu aller jusqu'au bout de la chose et également mettre en place ce chantier de reforestation aussi en gardant les pratiques en remettant au goût du jour les pratiques agricoles d'époque. Donc pour ça, ils ont aussi parlé avec les musées locaux qui justement présentaient les pratiques agriculturales et les outils d'époque qu'ils ont pu utiliser pour ce chantier. Donc le résultat était la plantation de 2800 arbres haies et d'un verger conservatoire, donc variétés anciennes qui sont typiques du Nord qui poussaient sur les terrils. Le chantier a été quasiment sans mécanisation. Et ça a généré donc un espace déjà plus accueillant déjà pour les futurs logements, un espace qui est attractif, un espace de cueillette également pour les riverains. Mais c'est aussi un projet qui a donné du gain paysager et écologique à la zone, déjà par le choix des espèces, parce que ça a été aussi fait d'ailleurs en partenariat avec Pure Projet, pardon, j'avais oublié de le dire. Et également un gain paysager, puisqu'effectivement il y avait des pylônes électriques, donc il y avait une réduction des nuisances visuelles, il y avait une route à côté, donc de réduction de nuisances sonores grâce à cette barrière naturelle. Et il était bien sûr aussi mieux entretenu et donc du coup mieux fréquenté, puisque voilà, le gain paysager fait qu'on respecte plus quelque chose qui est esthétique, etc. Donc la force de ce projet, c'est vraiment que ça a été un projet exemplaire déjà pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour l'impact sociétal qu'on en a tiré. Et l'ancrage territorial très très fort de ce projet, puisque il y a eu des lycées horticoles qui ont participé au chantier, des détenus en semi-liberté, etc. C'est un projet vraiment à impact social. Et le point de vigilance de ce projet, c'est qu'à la base, il y avait quand même une volonté du coup que ce soit une réelle stratégie immobilière, mais malheureusement, ça n'a pas été dupliqué, alors que c'est un projet qui est duplicable, puisque on peut travailler par des parties prenantes locales à chaque projet. Et c'est vraiment quelque chose un projet qui peut être dupliqué et devenir une réelle stratégie pour des acteurs de la construction et de livraison de logements. Donc passons maintenant au secteur de la chimie avec un exemple. Donc là, nous avons eu via le réseau Hack for Nature, donc de Solvay, qui est un groupe belge de chimie, qui, de par son activité, a beaucoup de sites qui possèdent de nombreux bassins de décantation, des bassins d'orage, et qui, du coup, sur un site dans l'est de la France, possédait vraiment plusieurs dizaines d'hectares. Et ils ont fait le constat qu'il leur semblait que ces bassins enrichissaient les écosystèmes présents et du coup, ils avaient une volonté d'utiliser, on va dire, ces bassins pour participer aux inventaires de la biodiversité locale. Donc, c'est en partenariat avec des écologues et des naturalistes qu'ils ont réalisé donc un inventaire et une mise à jour des oiseaux au niveau de ces bassins de décantation. Et le constat a été qu'à l'avifaune habituelle du nord de la France, il s'est ajouté la présence d'espèces plutôt rares pour la région, d'intérêt patrimonial, des espèces qui bénéficient de plans de protection ou qui sont rares. Et du coup, la force de ce projet, c'est qu'ils ont participé donc à l'enrichissement des connaissances de la biodiversité locale via des études de terrain. Si on devait mettre un point de vigilance de ce projet, puisqu'on n'a pas forcément de vision sur le long terme, sur la suite et de comment a vécu le projet par la suite, c'est déjà que de réaliser des inventaires, c'est bien, mais il faut le faire régulièrement aussi pour que ça ait du sens, mais surtout d'entretenir le site, ces bassins, dans un but de maintien de la biodiversité qui a été identifiée, de suivre réellement les populations et pourquoi pas d'essayer de réfléchir au-delà de ces bassins pour pouvoir permettre à ces espèces d'aller de plus en plus, s'étaler, de se développer dans la zone. Juste avant de passer à l'énergie, non, il n'y a pas de souci, c'est cool, c'était pour un autre projet qu'on travaille avec des industriels qui ne sont pas forcément de la chimie, mais qu'on s'est dit que c'était des missions intéressantes et qui ont du sens par rapport à l'activité. C'est qu'on travaille avec Biodiversité, qui est aussi, d'ailleurs, c'est rigolo, une entreprise belge, mais qui fait du monitoring environnemental. Et on s'est dit, pour des industriels de la chimie, ça pouvait être vraiment très intéressant d'utiliser, au-delà, on va dire, de la surveillance réglementaire de ces polluants, d'utiliser justement des ruches pour mettre en place des protocoles de biomonitoring qui permettent du coup de faire un suivi de leurs polluants sur des zones plus étendues, également qui permet d'identifier de façon précise les sources de polluants
Et du coup, faut se rappeler qu'on sait bien que notre impact ne s'arrête pas à la barrière de notre site. Et du coup, on s'est trouvé ça intéressant de le citer, ces protocoles de monitoring environnemental grâce à l'abeille, qui pouvaient, au-delà de juste le fait d'avoir des ruches et de la sensibilisation, d'utiliser vraiment ce projet pour monitorer les polluants de son site. Parce que pour bien expliquer, les abeilles amènent des pollens. Ceux-ci sont attachés à des particules polluantes, et donc c'est en récupérant ces pollens et en les analysant qu'on peut avoir aussi des indications sur l'environnement. Et passons au secteur de l'énergie. Donc là, c'est un projet qu'on a porté avec Arpas France, Gondwana et donc la marque biodiversité de Arpas France, pour Primagaz. Donc Primagaz, qu'on connaît bien, avait le projet d'implanter un nouveau site, donc un nouveau site relais de stockage de leur bonbonne de gaz. Vous devez très bien voir l'activité de Primagaz. Sauf que le souci de ce projet, c'est qu'il a été très mal accueilli, puisqu'il allait nécessiter forcément une imperméabilisation, la destruction d'écosystèmes. Donc il y a eu beaucoup d'associations de riverains environnementales qui se sont montées contre le projet et qui du coup ont alerté Primagaz, qui leur a du coup donné envie de faire une démarche pour mieux connaître justement les impacts de leur chantier et leur dépendance aussi vis-à-vis de la biodiversité de leur activité sur le site. Donc, je rappelle, des sites relais d'entrepôts, de stockage, etc. Donc, la méthodologie, on l'a bien détaillé dans l'ancien webinaire, mais donc on ne va pas s'y attarder, mais du coup, c'était des visites de terrain, des inventaires, des prises photographiques, des recherches documentaires de la biodiversité environnante sur site et l'analyse des données des documents fournis, des plans d'implantation du site, etc., du chantier, etc., qui allait être mis en œuvre. Ça a permis donc d'analyser les impacts du projet et également des dépendances qu'aurait l'activité du site vis-à-vis de la biodiversité. On a pu donc ressortir des points de vigilance, des enjeux majeurs à laquelle on a fait des recommandations stratégiques et des recommandations d'action. Le résultat a été qu'il y a eu des espèces forcément à fort enjeu qui ont été observées sur site. C'était notamment des batraciens. Et on a ressorti de ce projet quatre grands axes de travail, avec surtout celui, bien évidemment, du chantier, puisque c'est là où être l'impact le plus fort. Bien évidemment, si on imperméabilise, on va détruire des écosystèmes. Donc, il y avait des recommandations du chantier, comme par exemple des modifications du calendrier d'intervention, de la mise en place de protection pour pas des batraciens, etc., des zones refuges pour ces espèces, également des déplacements d'espèces, qu'il y avait beaucoup de zones humides présentes sur le site, etc. Dans les axes de travail, il y avait notamment aussi un des tout derniers axes qui était par exemple pour les aider à mieux faire accepter aussi le projet vis-à-vis des riverains en les intégrant du coup dans la démarche, le déploiement de ces actions et aussi pour faire connaître qu'ils ont en tout cas fait au mieux. Et les forces de ce projet, qu'il est important quand même de citer, c'est un diagnostic et une démarche volontaire avant un chantier. Certains chantiers, bien sûr, il y a des obligations vis-à-vis de, bien évidemment, faire un diagnostic écologique, etc. Mais là, il y avait quand même quelque chose qui est important de citer, c'est que beaucoup d'aujourd'hui de projets, s'ils n'ont pas une certaine ampleur, ne vont pas avoir une obligation de faire justement ces diagnostics écologiques pour vérifier ces impacts. Et c'est quelque chose qui devrait vraiment être systématisé avant tout projet où on va détruire ou modifier les écosystèmes, de justement faire vraiment une analyse de ces impacts. Pour ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est important tout simplement aujourd'hui de ne pas continuer à détruire nos écosystèmes environnants. Et donc ça devrait vraiment être systématisé. Donc si on devait saluer quelque chose de ce projet, c'est cette démarche volontaire de mieux comprendre son impact sur la biodiversité. Et donc également le fait qu'on n'ait pas forcément suivi encore le déploiement d'action, on n'a pas pu le suivre dans le temps, donc on ne sait pas, la mission s'est arrêtée. Si vraiment, en tout cas, ils ont pris en compte ces recommandations.
Ensuite, on va parler d'EDF. Là aussi, c'est un exemple qu'on a eu via le réseau Act for Nature. Donc, un exemple d'EDF qui souhaitait aller au-delà de la réduction de l'impact direct de ses ouvrages. Ils mettent en place, par exemple, des passes à poissons ou des choses comme cela pour justement réduire leur impact sur la biodiversité. Mais du coup, EDF, comme beaucoup d'acteurs de production d'énergie, possède beaucoup de foncier. Et du coup, ils voulaient financer des actions de régénération de la biodiversité et des actions aussi d'entretien des paysages sur toute leur surface qu'ils utilisent. Donc c'est en partenariat avec des structures d'éco-pâturage mais aussi des bergers que EDF met à disposition pour ces bergers et ces structures d'éco-pâturage des installations de premier confort pour les bêtes. Ils participent également au déplacement déplacement des troupeaux sur leur prairies mises à disposition. Et chaque année, du coup, des animaux viennent paître sur ces prairies. Donc le résultat, bien évidemment, c'est que c'est l'entretien écologique des espaces qui va du coup être bien évidemment plus intéressant pour la biodiversité qu'un entretien à la classique où on utilise des intrants, que ce soit chimiques ou organiques, etc. Donc ça va diminuer bien aussi les nuisances sonores liées aux machines, parce que c'est quand même des grandes surfaces et des rejets aussi dans l'atmosphère de ces engins mécaniques. Et du coup, il va y avoir un enrichissement de la biodiversité des sites, et on pourra aussi même aller plus loin aussi. Ça en fait un gain paysager, hein, c'est paysage typique de pâture. La force de ce projet, c'est que c'est un projet qui dure longtemps. EDF fait ça depuis plusieurs années, et notamment en Val-de-Loire, où leur ancrage territorial est beaucoup plus fort parce qu'ils collaborent déjà avec le Conservatoire des espaces naturels pour l'entretien de ces paysages, et ça contribue du coup au retour du pastoralisme qui s'est perdu au fil du temps dans cette région. Donc le point de vigilance, hein, même si on ne sait pas exactement tout ce que fait EDF en détail, bien entendu, mais il ne faut pas négliger bien sûr l'impact direct. C'est comme des projets de compensation de carbone. Si on ne travaille pas aussi à la source, ça perd un peu son sens. C'est très bien dans cet écosystème d'action, mais ne pas regarder, penser impact direct, ne pas se réduire qu'aux actions de financement sans travailler sur ces impacts directs sur la biodiversité. Passons du coup au dernier secteur, le secteur tertiaire. On va là prendre un exemple d'acteur de l'immobilier. C'est un projet porté par Biodivcorp que Laetitia a présenté tout à l'heure. Donc ces acteurs de l'immobilier avaient vraiment besoin d'avoir une feuille de route biodiversité claire et surtout à l'échelle du groupe. Donc c'était un projet assez ambitieux puisqu'il y a une grande diversité de deux métiers pour cet acteur au sein du groupe, donc il a fallu analyser les impacts par métier pour les décliner, tout en faisant un échantillonnage de projets immobiliers pour justement avoir vraiment un panorama de tous les enjeux de tous ces métiers et de tous ces projets. Donc il y a eu la définition, du coup, bien évidemment, de ces enjeux, dont étaient déduits des grands axes de travail. Et par métier et par axe de travail a été donc réalisé un plan d'action détaillé. Donc le résultat, on ne va pas tous les citer puisque la feuille de route est grande, mais certains sont présentés ici. Pour les métiers de la promotion, il y avait des actions telles que l'intégration systémique de la biodiversité dans tous les nouveaux projets avec le diagnostic écologique, on y revient, ce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure, et la définition d'un plan de reconquête de la biodiversité. Pour les métiers de property manager, l'enjeu était lié non seulement à la consommation, les conventions directes d'énergie, de petites matières, etc., qui ont engendré des impacts sur leur bâtiment. Donc il fallait réfléchir pour mettre en place la gestion écologique des espaces verts, mieux sensibiliser le locataire pour améliorer les pratiques, etc. Et pour les métiers d'investissement, donc là l'enjeu bien évidemment est de choisir des investissements durables, qui du coup on en parle aussi, ça se développe de plus en plus actuellement ce sujet-là. Et donc il y a eu la création d'un référentiel d'évaluation de la performance écologique des immeubles dans les fonds d'investissement proposés, et également des actions de formation et d'éveil des investisseurs, de la création de chartes assignées par les parties prenantes, etc. Donc la force de ce projet, c'est que c'est une feuille de route homogène au groupe, qui est claire et qui a été déclinée par métier, parce que des fois on voit souvent des feuilles de route qui ne sont pas forcément cohérentes pour tous les métiers au sein du même groupe, qui a eu du coup des volontés
la mettre en œuvre, hein, bien évidemment, puisqu'il y a eu la création d'outils pratiques pour aider les métiers à intégrer la biodiversité. Donc, le point de vigilance de ce projet, c'est bien évidemment l'appropriation par les collaborateurs de cette feuille de route. Hein, c'est là le plus gros enjeu. Donc, il faut voilà, aller plus loin et vraiment veiller à ce qu'il y ait cette application. Donc là, il n'y a pas de visibilité. Nous, par Gondwana, par Biodivcorp, si tout a été bien approprié. Mais du coup, l'enjeu est vraiment d'aller plus loin, de penser long terme et surtout de former les collaborateurs. Un avant-dernier exemple, du coup là encore un acteur de l'immobilier. Donc avec un exemple d'AEW Europe qui en milieu urbain dense a vraiment la volonté de créer une zone intéressante pour la biodiversité, un véritable poumon vert en milieu urbain, qui du coup pouvait, grâce à ce poumon vert aussi, ça permettait d'améliorer le bien-être sur le site et donc d'attirer et de fidéliser les locataires. Donc pour Yabasa, ce poumon vert, en tout cas, il pouvait en tirer de bénéfices aussi intéressants pour son activité. Donc ce projet a été porté par Ecodev en partenariat avec l'association Merci Raymond. Donc la méthodologie, bien évidemment, on part d'un état des lieux du départ, donc les diagnostics de ce qu'il y a en présence sur ces espaces verts, les enjeux de biodiversité locaux, pour pouvoir identifier des opportunités, que ce soit pour la biodiversité ou pour le design, etc. Pour faire des projections pour optimiser donc, cet espace tout en gardant en tête à la fois la volonté de AEW de conserver une partie comestible et également de maximiser les impacts positifs tout autour du projet. Donc le résultat a été que 200 mètres d'espace vert ont été optimisés. Donc on a gardé bien évidemment les espèces qui étaient déjà présentes. Donc il y avait cet enjeu voilà, de ne pas détruire l'existant. De faire un choix en tout cas d'une palette végétale responsable. Donc quand on dit responsable, on parle adapté au contexte local, de filières issues de filières locales, idéalement en agriculture biologique, et bien sûr tout en maximisant le choix d'espèces qui nécessitent le minimum d'entretien pour pouvoir réduire les intrants bien évidemment dans la gestion de ces espaces verts. Il y avait tout un enjeu lié aussi au chantier, donc il fallait amener beaucoup de matières premières sur le site, donc pour réduire l'impact carbone de l'émission, les transports ont été faits avec des véhicules électriques. Et bien évidemment, tout un intérêt aussi de ce projet était l'ancrage local, puisqu'on a fait participer donc, une association au chantier. Donc il y a eu une communication donc, tout au long du projet, mais également dans un but de sensibilisation et de pérennité du projet, il y a eu l'installation de panneaux pédagogiques pour expliquer les aménagements en place et la démarche. Donc la force de ce projet, c'est bien évidemment la création d'un nouveau lieu de vie pour les locataires, donc il y a une gain de valeur pour le bien, aussi gain pour la biodiversité locale, pour l'environnement bien sûr, et paysager. Et bien sûr, tout cet enjeu lié à la sensibilisation qui, grâce à la palette comestible, on pouvait aller au-delà de la sensibilisation de la biodiversité, sensibiliser à d'autres sujets comme l'alimentation responsable, etc. Et surtout, l'entretien externalisé, c'est quelque chose de très important, puisque le souci de ces projets-là, c'est que souvent, on donne tout la première année et on ne réfléchit pas dans l'entretien dans le temps. Et l'entretien externalisé permet d'être sûr que le projet perdure, puisque voilà, si suite à un départ, par exemple, d'une ressource interne motivée, le projet ne tombe pas à l'eau. Donc ça, c'est très intéressant. Pardon pour la coquille externalisée sans réponse. Et je finirai avec un dernier exemple porté par l'association Espace, donc association d'insertion sociale par l'agroécologie, qui a travaillé pour un gestionnaire d'eau et de déchets qui avait la volonté ainsi que sa fondation, de financer des projets à impact sociétaux positifs, et il souhaitait également expérimenter des modes d'utilisation du compost. Donc matière première sur laquelle il voulait se positionner dans les années à venir, et utiliser le compost dans l'agriculture urbaine et pourquoi pas comme substrat de culture. Donc qu'est-ce qu'Espace a pu mettre en place? Ils ont fait en sorte d'interagir avec des collectivités, des institutions, différentes fondations d'entreprises pour trouver des financements du projet, et également travailler en amont sur les parties prenantes qui allaient pouvoir être incluses dans le projet, et travailler aussi surtout sur les circuits de distribution et les débouchés des cultures, à qui allait-il être envoyé, comment ils allaient être vendus, etc.
Le résultat de ce projet, qui date de fin 2016, est la montée en compétences d'éco-maraîchers urbains, donc les salariés en insertion de l'association Espace, qui cultivent eux-mêmes et commercialisent des produits cultivés en agroécologie, utilisant des techniques agriculturales responsables, et sur des planches de culture de compost. Aujourd'hui, les produits sont vendus en circuit court, donc que ce soit sur le site même. Donc là, en fait, on voit le potager est situé sur le toit du bâtiment. Les cultures sont vendues sur celui-ci aux entreprises locales. Des particuliers peuvent également s'inscrire sur le site internet pour acheter des paniers. Et aujourd'hui, c'est devenu une recherche-action en partenariat avec l'INRA qui développe ce type de projet avec une quinzaine de fermes urbaines aux alentours pour voilà, faire en sorte de fortifier les business models sur ce type de projet. Donc la force de celui-ci, le projet qui s'appelle Cultisim, ça a été de démultiplier ses bénéfices, que ce soit l'ancrage territorial, puisqu'on est en partenariat en amont et en aval avec des parties prenantes du territoire, pardon. C'est un projet d'expérimentation et qu'on a pu faire monter d'échelle avec le partenariat et l'INRA, et on pérennise aussi l'activité avec les divers financements, les salariés qui travaillent sur le site. Point de vigilance en parlant du financement, c'est qu'aujourd'hui, comme tout projet d'agriculture urbaine, l'autofinancement dû à la vente des récoltes n'est pas encore possible. Donc, il faut qu'il y ait des partenaires financiers qui restent dans le projet. Écoutez, on a fait le tour. On tient à peu près le timing. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Laetitia, du coup, je vais prendre les questions qui ont été posées. Merci à tous déjà d'avoir posé plein de questions. Je vais commencer par des questions assez précises pour finir par des questions plus générales. Alors, je reprends ma liste. Une question sur les services écosystémiques. Est-ce qu'on a des chiffres sur, en gros, les services rendus par l'arbre, plus précisément, l'arbre seul, ou pas? Je sais que c'est compliqué, hein, mais des questions de matières premières et d'autres types de services, mais est-ce qu'on a ce chiffre? Alors là, de tête, on ne peut pas le sortir. Ce qui est quand même réel aujourd'hui, c'est que cette catégorisation en grands services, donc approvisionnement, support, régulation, j'ai un trou là, approvisionnement, support, régulation, je me rappelle les cycles. Pourquoi j'ai un trou? Bon, ça va revenir, pardon. Et du coup, cette catégorie en quatre, cette séparation des services en 4 catégories est vachement critiquée par les scientifiques. Donc ça fait l'objet de beaucoup de débats, puisque voilà, c'est très réducteur au final vis-à-vis de la richesse. Et justement, maintenant, on est plutôt dans une démarche d'évaluation de services écosystémiques, mais beaucoup plus précis. Par exemple, services rendus par l'arbre, services écosystémiques rendus par les prairies, etc. Donc ça fait l'objet en fait de nombreuses évaluations. Il n'y en a pas une qui est bonne, parce que déjà, de toute façon, on peut aussi rien critiquer la philosophie d'essayer de monétariser cette fameuse biodiversité. Et du coup, oui, il existe des évaluations des services écosystémiques rendus par l'arbre, j'en suis certaine, et on pourra faire les recherches pour essayer de trouver des sources pour que vous puissiez en prendre connaissance et lire les articles qui sont dessus. Merci. Autre question concernant plutôt l'ACV, donc notamment le projet ACV. Est-ce que la chaîne logistique est-elle regardée et ses impacts dans ces projets-là? Oui, tout à fait. Les transports, que ce soit l'import ou l'export des matières premières et ensuite des produits finis, sont vraiment regardés également dans l'analyse. Et donc, impact, dépendance et les enjeux qu'on peut identifier font partie de l'étude. Merci. Et encore une question un petit peu plus précise sur un des projets, celui de Nakara. Après le gain sonore, est-ce que le gain sonore a été mesuré? Parce que vous avez parlé du coup de réduction du bruit. Est-ce que ce gain-là a été mesuré? Et voilà, la personne me précise. Je suis surprise qu'à la végétation, on n'arrête quasiment pas les ondes sonores. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus. Alors, moi, c'était plus un sentiment du coup des riverains qu'il n'y a pas eu de mesure du bruit. Après, j'allais dire, donc il n'y a pas eu de mesure en tant que telle quantitative avec des appareils. C'était plus des ressentis, mais il est prouvé que le végétal va permettre une isolation acoustique, comme c'est le cas par exemple avec les toitures végétalisées qui peuvent diminuer de 4 à 10 décibels la pollution sonore. Donc
Donc ça n'a pas été fait sur ce projet, mais sur d'autres, ça a été mesuré et c'est le cas. Et c'était surtout lié en tout cas au haies. Voilà. Merci. Je reviens juste sur la question liée au service rendu par là. Il y a Véronique qui nous précise que la ville de New York a réalisé une étude sur le sujet, donc on essaiera de vous retrouver ça et de vous la transmettre. Je tiens le donc des questions un peu plus générales. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contresens en voulant aménager des espaces pour la biodiversité? En quoi un potager contribue-t-il plus à la protection de la biodiversité qu'un espace laissé à son développement naturel? Alors, pour répondre à la question, si par exemple je reprends l'exemple de Carrefour, à la base on devait être sur 200 places de parking. Donc là c'est vrai que si on a créé un espace pour favoriser la biodiversité, on maximise quand même les impacts positifs. Et par contre, on est d'accord que c'est pas le fait de mettre que des salades qui vont être bénéfiques pour la biodiversité, mais c'est au contraire le fait de s'inspirer de techniques agriculturales responsables, du type des techniques provenant de l'agroécologie, des techniques provenant de la permaculture, et faire en sorte en fait d'imiter les écosystèmes naturels qui vont faire en sorte de favoriser une diversité d'espèces sur le potager, et en fait offrir un point de pause, un point vert, on va dire, pour le déplacement des espèces qui trouveront dans le potager, comme si on mettait une prairie par exemple, un espace d'abri, pourquoi pas de reproduction dans leur cycle de déplacement et de reproduction. Puis voilà, là c'était des exemples, surtout notamment vis-à-vis de l'activité de Carrefour, hein, qui forcément va du coup, là c'était l'idée vraiment du circuit court, hein, de réduire aussi le transport de ces aliments. Et bien sûr, si on a un espace, des grands espaces verts et qu'on va faire un potager, je pense que ce n'est pas forcément la recommandation la plus pertinente que justement faire une gestion écologique et conserver des zones en libre évolution, etc. Bien évidemment que là, si on a des espaces verts, faire du potager ne va pas forcément favoriser la biodiversité. Là, on parle vraiment d'un espace urbain dense. On a une zone imperméabilisée, on va planter des choses, même si c'est de l'agroécologie, même si c'est du potager, c'est toujours mieux que de l'urbain, que de l'imperméable. Donc là, il faut voir aussi dans cette logique-là. C'est toujours, tout va dépendre de notre existant et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et donc évidemment, si on a déjà des espaces verts, ça n'a pas forcément de sens d'en faire un potager. Et dans le projet en tout cas de Carrefour, ce qui était vraiment intéressant, c'était ces 400 mètres carrés qui étaient que pour la biodiversité, qui étaient non cultivés, qui était la mise en place de pierriers, la création d'une zone humide, là qui a vraiment un intérêt fort pour la biodiversité au sein du coup de cet écosystème cultivé de façon responsable. Il y avait donc toute une logique, une prise en compte en tout cas de la biodiversité locale. Merci. Je reste sur ces aménagements. Comment inciter les collectivités à développer des parcelles type jardin partagé ou la végétalisation en ville, l'agriculture urbaine, la réutilisation des matériaux, le circuit court pour réduire l'impact à l'environnement local? Comment on incite les collectivités à s'intéresser au sujet? Là, je pense que c'est cette monétarisation qui est plus palpable, plus concrète. Si on arrive à leur faire comprendre l'importance de la biodiversité et des services écosystémiques qu'elle rend gratuitement. Si je prends l'exemple de, je sais pas, une zone humide qui va avoir pour but de filtrer naturellement l'eau. Si elle mettait en place une station d'épuration pour filtrer artificiellement cette eau, ce serait des coûts de plusieurs millions et après des coûts de gestion et d'exploitation chaque année, alors que préserver un écosystème naturel qui prodigue des services gratuits et efficaces et non polluants, là ça a un réel intérêt. Et nous, on n'aime pas pousser cet argument, mais on s'aperçoit aussi que les contraintes réglementaires et les lois en fait sont de plus en plus strictes. Donc autant anticiper plutôt que de subir une fois que l'obligation sera présente. Il y a aussi tout ce qui est lié aussi à l'image. Il y a de plus en plus de labellisation, on va dire, de villes aussi, qui mine de rien peuvent aussi être un élément différenciant pour certaines communes, et donc du coup prendre contact avec la direction des paysages ou des espaces verts, je ne sais pas, par le service, et en tout cas en montrant les projets que font le voisin, peut-être aussi par souci d'image, peut-être que ça peut pousser au développement de ce type de projet qui sont quand même de plus en plus
voilà, qui existent de plus en plus de manière générale dans les communes, des initiatives de jardins partagés, de gestion écologique, etc. Ça devient un peu aussi concurrentiel, si on peut, même si c'est pas vraiment le bon mot pour les collectivités. Voilà, au niveau de l'image, pour l'image en tout cas, et l'attractivité. Merci. On passe à la question suivante. L'euro dépensé n'aurait-il pas plus d'impact sur la biodiversité générale en investissement sur des projets de conservation naturelle à l'étranger, par exemple dans des pays à haute concentration de biodiversité comme le Congo, Madagascar? Oui, tout à fait. Ouais. Il est démontré que les services, si on prend toujours cet élément, les services écosystémiques rendus par des arbres plantés près de l'équateur auront plus d'impact et seront plus importants que s'ils étaient plantés dans notre pays, par exemple. Donc, il peut être en fait pertinent de faire les deux pour un impact global et plus positif aux alentours des équateurs ou dans les zones vraiment à risque. Mais après, en fait, c'était surtout pour l'ancrage territorial et la participation des salariés ou des parties prenantes directement de l'entreprise. Si ceux-ci souhaitaient participer directement au projet et être acteur de celui-ci, c'est vrai que là, c'est plus simple de déplacer des équipes dans la ville d'à côté plutôt que dans le pays à plusieurs milliers de kilomètres. Et là, pareil, si on doit chiffrer les impacts carbone, ceux-ci ne sont pas les mêmes. Donc, Merci. La plantation à proximité d'un projet est une bonne démarche, mais ça ressemble beaucoup à des mesures de compensation réglementaires et obligatoires. Une plus-value si c'est volontaire, bien sûr, mais comment avoir des actions peu coûteuses, point essentiel aux entreprises privées pour les inciter à agir? Moi, j'ai envie de dire la prairie fleurie, la végétalisation. Donc, il faut que celle-ci soit adaptée toujours au territoire et aux enjeux locaux de biodiversité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire mal et surtout, il faut faire. Il est trop tard maintenant. Agissons. Évidemment, on ne fera pas d'erreur si on ne fait rien. Mais tentons, et dans la tentative, je pense que la végétalisation est toujours bénéfique. Donc, semer de la prairie fleurie, ça coûte pas grand-chose. Après, par contre, il faudra acclimater les gens, les acculturer au fait que ça jaunisse en été, par exemple. Mais à part ça va apporter pas mal de services écosystémiques vraiment positifs. Ça demande peu d'entretien et vous verrez de nombreuses espèces réapparaître dans vos espaces verts ou en tout cas les espaces verts aux alentours. Et dans le peu d'entretien, gardons en tête qu'une prairie, quand elle revient, on va dire, à son équilibre naturel, elle vit toute seule, mais du coup, quand on parle d'une prairie fleurie, c'est pareil, il faut quand même voir le projet sur au moins 3 ans pour pouvoir quand même la suivre. Il y aura peut-être une nécessité de faucher quelques fois. Du coup, voilà, il y a quand même un petit suivi à faire, mais ça reste quand même très, très peu coûteux voilà, comme démarche et on peut, les bénéfices peuvent être vraiment très, très intéressants pour les pollinisateurs, mais donc du coup les oiseaux également. Et j'en profite, je fais un parallèle aussi. Si par exemple vous n'avez pas d'espace vert et qu'on se trouve en milieu urbain, il y a d'autres espaces qui peuvent être valorisés et végétalisés, les toits, toitures, terrasses, balcons. Et par exemple avec un système qu'Ecodev avec Arpas France Gondwana on a pu développer, le mètre carré biodiversité, qui s'adapte aux contraintes de votre bâtiment, à vos contraintes budgétaires et à vos contraintes de biodiversité. Donc si voilà, vous souhaitez vraiment vous pencher sur le sujet, n'hésitez pas. Merci. Des questions maintenant plus sur la mesure de l'impact ou des bénéfices ou même du retour sur investissement. Est-ce qu'il y a des outils qui ont été développés pour mesurer l'impact des projets sur la biodiversité? Et si oui, sur quelle échelle de temps? Je prends la main. Dans des outils, il en existe pas mal. D'ailleurs, un qui vient de sortir assez récemment, qui est encore à l'échelle si on peut dire expérimentale, puisqu'il n'a pas encore été déployé en grand nombre. Mais par exemple, le Global Biodiversity Score, qui permet du coup au lieu de faire comme un bilan carbone, de ramener à une unité, le Global Biodiversity Score va mesurer du coup les impacts biodiversité de son activité en faisant beaucoup de conversion, si on peut dire, de tous ces impacts en un seul chiffre. Donc il existe ce genre d'outils, etc., qui la démarche éviter, réduire, compenser. Oui, et après il y a pas mal d'outils, mais qui restent
Peut-être que superficiel, c'est pas le mot. Après, je n'ai pas testé tous les outils, mais ce qui est sûr, en fait, c'est que selon l'enjeu auquel vous voulez répondre, les outils à utiliser ne seront pas les mêmes. Et pour revenir sur le GBS, il me semble qu'il y a un suivi aussi tous les 3 ans. Peut-être si Véronique nous écoute, elle pourra répondre peut-être un peu mieux à cette question parce qu'elle va se former à ce référentiel. Mais aujourd'hui, voilà, on peut dire aussi que les outils sont assez, soit vont être trop superficiels parce qu'ils ne vont pas rentrer dans le détail, ou peuvent être un peu complexes puisque c'est vraiment, il y a énormément d'interactions à prendre en compte quand on veut mesurer la biodiversité. Ça explique aussi l'inertie qu'il y a eu au déploiement de ces outils, au contraire, par exemple, des outils carbone pour mesurer les gaz à effet de serre. Puis, du coup, je pensais il existe déjà des méthodologies vraiment il existe le diagnostic écologique, il existe des vraies études d'impact aussi qui prennent en compte quand même ce volet biodiversité. Après, sur le temps de ces mesures, on va chercher. Faudrait chercher. Là, j'ai pas forcément de. On prend note de la question pour vous faire une réponse complète. Le temps est quasi fini, du coup on va prendre une toute dernière question et s'il y a des questions qu'on n'a pas pu prendre, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse y répondre plus précisément. Je vais du coup faire un mix de 2 questions. Est-ce que la difficulté de mesurer les impacts, notamment économiques, explique le faible suivi des actions à mettre en œuvre? Et deuxième question, est-ce qu'on observe les mêmes tendances de préoccupation et des actions biodiversité sur l'ensemble du territoire français et de la part de tous ces secteurs d'activité? Qui agit le plus dans ce domaine? Pour répondre à cette question, moi je pense que c'est surtout les secteurs d'activité qui ont une dépendance directe et une matière première provenant de la nature naturelle, qui eux voient dans leur business model, dans leur pérennité, un vrai but et objectif concret à sécuriser leur matière première pour poursuivre le plus longtemps possible leur activité. Et donc ça, voilà, réparti à l'échelle nationale. De toute manière, c'est ça. Hein, c'est ceux qui identifient c'est les secteurs qui ont le plus identifié le risque qui vont le plus agir, parce que du coup, ils ont aussi la pression quand même de la société civile. Et c'est beaucoup, par exemple, l'agroalimentaire. C'est évident, rien que le choix par le mode de consommation des gens qui se tournent de plus en plus vers des produits bio, des choses comme ça, issus de filières un peu plus responsables vis-à-vis de l'environnement. Ils s'adaptent. Et donc, ils vont de plus en plus financer ou se tourner vers des producteurs, financer et soutenir ce type d'agriculture. Et voilà. Pour la première question, je pense, je suis tout à fait d'accord avec le fait que aujourd'hui, la monétarisation des impacts ou des dépendances est encore difficilement chiffrable. Et donc, c'est vrai que ça reste peu palpable et concret de mesurer les risques à ne pas prendre en compte la biodiversité. Et je pense que oui, ça justifie le fait qu'il y ait soit peu de suivi et que la biodiversité, malheureusement, reste. Il n'y a pas d'obligation réglementaire et donc elle reste un petit peu à la dernière roue du carrosse à être prise en compte quand il reste un bout de budget. Et, donc, ça reste... et le ROI pour les entreprises, c'est souvent ce qu'elles regardent forcément. Oui. C'est malheureusement moins évident, c'est souvent sur des temps longs et c'est de manière un peu plus générale. Mais rappelons quand même que pour le rapport des risques mondiaux, la biodiversité, comme les changements climatiques, sont dans le top 5. Du coup, d'arriver dans les premiers enjeux, des risques mondiaux les plus susceptibles d'arriver d'ici très peu de temps. Donc, voilà, on est quand même tous concernés, mais c'est vrai que je pense qu'encore aujourd'hui, ça reste quelque chose où on se dit peut-être que c'est que d'un intérêt presque philosophique de préserver cette biodiversité et qu'on le déconnecte encore trop de la réalité de son activité. Donc, identifier impact, identifier vos dépendances et vos risques vis-à-vis de CF Covid-19. L'actualité nous rappelle que c'est très concret. Juste, je rebondis sur en gros quel secteur d'activité peut-être se préoccupe le plus. On avait réalisé, notamment Pauline, tu avais réalisé une étude un état des lieux
des actions mises en place par les entreprises, notamment par secteur d'activité. On pourra vous envoyer le lien où en gros on voit un peu les secteurs en fonction des facteurs d'érosion de la biodiversité, les secteurs qui sont les plus vertueux, entre guillemets. Qui vont au-delà du réglementaire. Exactement. On pourra vous la transmettre. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 10h05, on a 5 minutes de retard. Du coup, merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Pauline. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir participé. Et donc, comme je vous le disais au début, on vous enverra le support ainsi que les liens d'intérêt, le replay, l'étude, etc. dans un mail très très vite. Tout à fait. Bonne journée à tous. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci.